Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Tendance de Fonds. J'ai le plaisir de recevoir de nouveau sur ce plateau Philippe Ventrimpon, spécialiste produits actions chez Oddo BHF AM. Bonjour Philippe. Bonjour Sarah. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique qui monte de plus en plus dans l'univers de l'investissement, à savoir l'investissement responsable, avec à l'appui une présentation du fonds Oddo BHF Algo Sustainable Leaders, plutôt précurseur en la matière puisqu'il a été créé, Philippe, en 2002. Alors d'abord, pour commencer, vous allez peut-être nous présenter les grandes lignes de ce fonds. Avec plaisir. Alors, Algo Sustainable Leader est un fonds qui a été lancé, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a quasiment 20 ans maintenant. Donc, ce fonds a pour objectif de permettre à nos investisseurs de s'exposer aux sociétés qui font partie d'un indice qui s'appelle le Stoxx Europe Sustainability ex Actafa, en fait qui exclut les secteurs de l'alcool, du tabac, de l'armement et des divertissements pour adultes. Alors, dans ce fonds, on sélectionne les titres qui ont tendance à surperformer le marché dans la durée, tout en étant extrêmement attentifs sur leurs caractéristiques extra-financières. Et alors, comment faites-vous pour sélectionner justement ces titres en excluant un certain nombre de secteurs, Philippe ? Alors, effectivement, faire une analyse de ESG sérieuse demande des ressources, demande un gros travail. Et en fait, il y a quelques années, Oddo BHF Asset Management a décidé de créer une équipe dédiée qui va aider les gérants à construire leur portefeuille. Et cette équipe aujourd'hui est composée de 6 personnes. Donc, l'une des principales caractéristiques de notre fonds, c'est justement une forte intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et cette intégration lui a permis d'être classé dans la catégorie européenne la plus élevée en termes de ESG, soit l'article 9 de la réglementation SFDR. Donc nous cherchons vraiment à construire un portefeuille avec les leaders européens de la finance durable. Et ça nous a permis d'obtenir 2 labels, le label français ISR et le label allemand, le FNG. Qui est l'équivalent du label français ISR. Votre univers d'investissement, Philippe, est large, plus de 400 sociétés, vous l'avez dit, certains secteurs en sont exclus. Alors, quelle est la méthode déployée par les gérants de ce fonds pour dénicher des sociétés capables de générer de la performance dans la durée et de tenir compte de ces critères ESG, les fameux critères extra-financiers qui tiennent compte des enjeux environnementaux, sociaux et des questions de gouvernance au sein des entreprises? Est-ce que finalement vous avez établi votre propre grille de lecture ESG? Alors déjà, on a décidé pour ce fonds de ne pas prendre l'indice européen classique qui est le Stoxx 600, mais le Stoxx Europe Sustainability ex Actafa, comme je disais tout à l'heure, qui a pour caractéristique d'être lui-même ESG par construction. Donc, on a voulu aller plus loin que les exclusions de l'indice et on exclut d'autres secteurs comme par exemple le charbon, le nucléaire, les gaz de schiste, les OGM, les pesticides et d'autres. Tous les secteurs controversés au niveau environnemental. Tout à fait. Alors ensuite, on a voulu, donc comme s'il en restait, on a voulu faire une dernière analyse et s'assurer qu'il n'y avait pas de société avec un fort niveau de controverse environnementale, mais aussi au regard du pacte mondial des Nations Unies. Alors, à l'arrivée, comme vous disiez, on arrive avec un univers d'investissement d'environ 400 sociétés, donc en fait un tiers en moins que le monde européen. Donc chaque analyse va donner pour toutes les sociétés de notre univers d'investissement une notation en mettant un point, je dirais, particulier, un focus particulier sur le pilier E, sur le pilier social et de gouvernance. Et là, en l'occurrence, 2 critères vont être retenus, c'est le capital humain et la gouvernance d'entreprise pour votre approche. Absolument. Maintenant qu'on comprend mieux votre méthode, Philippe, vous allez peut-être nous en dire davantage sur la répartition sectorielle et géographique que vous avez retenue pour ce fonds de conviction sur l'ESG. Alors, donc, une exposition sur les actions européennes, mais on a voulu véritablement représenter le marché. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas prendre de très forts paris en termes sectoriels ni géographiques. Nous, nos convictions, c'est sur les sociétés qui ont une très forte qualité ESG. Et ce sont celles, en fait, qui ont aussi la capacité, en tout cas on l'espère, de générer une meilleure performance dans la durée. Sur la durée. Une fois que tout cela est dit, il y a finalement une question fondamentale, Philippe, et parfaitement légitime qui taraude les investisseurs individuels. Je ne vous apprends rien. Critères d'ESG et performance sont-ils vraiment compatibles? Comment faire passer le message que l'ESG est un vrai relais de croissance et donc de performance sur le long terme, Philippe? Alors déjà pour nous, qu'on soit clair, intégration ESG et performance, ce n'est pas incompatible, bien au contraire.
Et effectivement, vous avez raison Sarah, on a eu souvent l'occasion d'avoir des questions qui posent justement l'impact de l'ESG sur la performance des fonds. La meilleure manière d'y répondre, je crois, c'est de comparer la performance du Stoxx 600 avec la performance de notre indice ESG. Alors sur les 5 et sur les 10 dernières années, en moyenne, l'indice ESG a surperformé le Stoxx 600 de 1% par an, donc sur ces 5 et 10 dernières années. Et sur les 3 dernières années, c'est plus de 2% de surperformance qu'apporte une intégration ESG. Je trouve que c'est absolument remarquable. Mais alors comment on explique justement ce phénomène ? Alors, il y a 2 raisons, je pense. En fait, la première, c'est que les sociétés qui ont une bonne notation ESG, en général, ont des caractéristiques intéressantes sur les piliers S et les piliers G. Et c'est important parce que si on prend les 2 critères qu'on mentionnait tout à l'heure, si une société a une mauvaise notation sur le capital humain ou sur la gouvernance d'entreprise, elle va mettre à risque en fait, la mise en œuvre de sa stratégie. Et en mettant à risque cette mise en œuvre, ça va avoir aussi des conséquences en fait, sur sa capacité à générer des bénéfices. Et là, on commence déjà à voir la relation qu'il y a entre intégration ESG et bonne performance financière. Alors, et la deuxième raison, je dirais, c'est aussi pendant les périodes de crise. Que font les investisseurs ? Et c'est tout à fait naturel et normal. Ils vont commencer à réduire leur exposition sur les actions en sortant les sociétés les plus fragiles et en conservant celles qui sont les plus résilientes, dont évidemment les sociétés qui ont une bonne notation ESG. Et je crois en fait que cette prise de conscience qu'on a pu avoir au niveau de l'ensemble des investisseurs sur les dernières années qui explique cette accélération de la surperformance depuis 3 ans. En fait. Et justement, Philippe, vous allez peut-être nous donner des exemples qui montrent que performance et notation ESG ne sont pas incompatibles et bien au contraire. Alors, on va commencer par une société française qu'on connaît bien tous très très bien, L'Oréal, donc qui a reçu par notre analyste la notation globale de 5 sur 5, la meilleure, mais également 5 sur 5 en ce qui concerne le capital humain. Et un des critères importants, c'est justement comment se met en œuvre un plan de succession. Vous savez, Jean-Paul Agon a été directeur général entre 2011 et 2021. C'est Nicolas Hieronymus qui a pris la suite et cette personne a rejoint le groupe L'Oréal en 1987, a eu différentes responsabilités dans le groupe et le connaît vraiment très bien. Donc notre analyste ESG a remarqué également au cours de son travail que L'Oréal bénéficie de plusieurs points très intéressants. D'une part, une culture d'entreprise extrêmement forte. Ça se traduit par un faible absentéisme et également de fortes... Une fidélité aussi. Une fidélité, mais ça c'est vrai, vous avez raison, c'est très important. Et également aussi de belles opportunités de mobilité interne. En plus de ça, L'Oréal bénéficie de très bons résultats, que ce soit en termes de formation, de santé et de sécurité. Et on a vu d'ailleurs sur les dernières années que L'Oréal, en termes de développement, a mis un point essentiel au développement de l'innovation. Au développement de l'innovation, de la recherche et du développement. Ça représente quand même entre 3,5 et 4% de son chiffre d'affaires. Ils ont d'ailleurs en fait, déposé plus de 500 brevets, ce qui est considérable. Alors en termes de performance financière maintenant, sur les 5 dernières années, L'Oréal a eu une croissance de son cours de bourse de 20% en moyenne par an, donc depuis les 5 dernières années, et depuis le début de l'année, au 31 octobre, on est à plus 25%. L'Oréal qui continue de progresser avec, vous l'avez dit Philippe, une progression depuis le 1er janvier 2021 de 25%. Peut-être un autre groupe en Europe ? Oui. Alors, dans un secteur peut-être un peu plus compliqué, dans le secteur de la chimie, on a un exemple extrêmement remarquable. C'est une société suisse qui s'appelle Givaudan, qui elle aussi a obtenu le score global de 5 sur 5, et aussi 5 sur 5 en ce qui concerne la gouvernance d'entreprise. Alors pourquoi ? Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle a un conseil d'administration qui est très diversifié et complètement indépendant. Le fait aussi que le responsable mondial du développement durable fait partie du comité exécutif, donc en fait, ça signifie qu'il a un impact sur toutes les décisions majeures de gestion. Et enfin, on a pu voir que pendant la crise Covid, Givaudan n'a absolument pas remis en question en fait, les objectifs qui s'étaient fixés auparavant. Et donc ça, je pense que ça a aussi un impact sur la performance financière. Alors en termes de performance financière, justement, Givaudan est aussi un exemple de société qui a eu une croissance en moyenne depuis les 5 dernières années de plus de 20% par an. Et depuis le début de l'année, toujours à fin octobre, on est à plus 16%.
Plus 16% effectivement de progression du cours de l'action Givaudan. On va terminer, Philippe, par cette période de forte turbulence que nous avons connue à partir de 2020 et qu'on ne présente plus. Comment le fonds Oddo BHF Algo Sustainable Leader s'est-il comporté et mieux, comment l'intégration de ces critères ESG a été un moteur de performance? Alors, si on se concentre sur la période 1er janvier 2020, 23 mars 2020, qui représente le point bas en fait, des marchés, on constate que l'indice ESG a surperformé le Stoxx 600 de plus de 3%. Notre fonds Algo Sustainable Leader a fait encore mieux que ça. Et c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce qu'on a un process d'intégration qui est évidemment plus fort que notre indice et une notation ESG de notre fonds qui est supérieure à celle de l'indice. Alors, ce qu'on a aussi voulu faire, c'est essayer de comprendre pourquoi certains fonds surperforment les autres sur du long terme. Et en fait, on constate que ce sont les fonds qui arrivent à limiter leur baisse pendant les périodes de crise qui vont être les vainqueurs sur du long terme. Et c'est vraiment, je crois que c'est ce qu'on essaie de faire avec Algo Sustainable Leader, c'est grâce à notre intégration ESG, permettre à la fois de répondre à cette double exigence, donc donner un sens à ces investissements et également générer une performance plus durable pour nos clients. Merci Philippe. Merci Sarah. Cet épisode de Tendance de Fonds est maintenant terminé. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro.